Je ne sais pas me vendre. C'est la phrase que j'entends le plus souvent de la part des freelances. Et à chaque fois, je réponds la même chose. Le problème n'est sans doute pas là où tu crois. Tu ne sais pas te vendre, ok? Mais avant ça, est-ce que tu sais vraiment ce que tu vends? Dans cet épisode, on va te montrer pourquoi la majorité des freelances qui pensent avoir un problème de vente ont en réalité avant ça un problème de positionnement et d'offre. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Fractional Talk. Il y a une phrase qu'on entend souvent dans les calls, dans les coachings, en DM. Je ne sais pas me vendre. T'en penses quoi, Mika? Ça t'inspire quoi cette question? Enfin, cette J'ai affirmation? l'impression que la vente, ça fait peur à tout le monde et quand on est en panique sur son business de freelance, on met tout sur la vente parce que c'est là où on a une opportunité de closer, on a une opportunité de faire rentrer de l'argent et quand ça marche pas, on se dit qu'on est mauvais vendeur, qu'on n'est pas fait Mmh. pour ça, qu'on n'a jamais appris à faire ça. Sauf que nous, ce qu'on a remarqué avec Brice, c'est que c'est pas ça le vrai problème. Il y a quelque chose qui se cache derrière et spoiler, ça a lieu avant la vente. Brice, tu veux Mmh. nous en dire un peu plus? En fait, tu l'as dit, alors évidemment, il y a des sujets de vente. Il y a, une posture, une méthode, un process commercial à mettre en place, donc ça existe, hein, ce problème de la vente. Mais il y a souvent un truc qui se joue bien avant et en fait, le problème, c'est de concevoir le sujet de la vente comme ça se passe au moment où je suis devant un prospect et que je lui pitch quelque chose. Alors qu'en fait, la vente, si on prend vraiment le cycle complet, en fait, ça commence au premier message et donc il faut vraiment, bien comprendre le rôle de l'avant-vente qui va conditionner tout le reste et c'est là que ça pêche et que les gens sont pas forcément très à l'aise. Mmh. De toute façon, il faut partir d'une vente qui foire. Donc, si vous écoutez ça, réfléchissez à la dernière fois, vous avez pitché votre offre, la personne n'a pas acheté, vous a dit en fait, j'en ai pas besoin. Si on réfléchit à pourquoi ça a foiré, il y a seulement 20% de l'échec qu'on peut imputer à des compétences commerciales. Mais 80% du reste, ça se joue pas dans les compétences commerciales. Donc, autant jouer là-dessus que d'essayer de devenir un meilleur commercial parce que si les choses qu'il faut optimiser sont pas optimisées, on a beau être le meilleur commercial, ça marchera pas non plus. En fait, les 20 dont tu parles de vente, ils sont quand même hyper décisifs. Donc on ne dit pas du tout qu'il faut pas apprendre à la logique commerciale et bien être à l'aise dans l'exercice. Il y a un rôle vraiment critique à la fin, hein, parce qu'au final, c'est le sprint final aussi qui fait Mmh. prendre l'action. Mais il y a des choses qui se jouent bien avant et la vérité, c'est que vous pourrez être le meilleur, vendeur au monde en termes de technique commerciale, traitement des objections et cetera. Si tout le chemin qui a été fait avant n'est pas bien balisé et ben, en fait, vous avez beau mettre beaucoup d'efforts dans la vente, ça passera pas. Donc Mmh. c'est là l'enjeu en fait, c'est l'avant-vente, c'est comment est-ce qu'on va, dès les premiers échanges, préparer ce moment-là et travailler, tous les aspects qui sont importants avant la vente. Yes, bah, écoute, on y va? Allez, let's go. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de quoi sur ce sujet? On va parler d'offres, hein, on va y aller, Bah, moi, je direct. sais que le sujet de l'offre, tu l'adores. C'est vraiment un des sujets clés que tu travailles avec les clients qu'on accompagne. Donc est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par offre et en quoi c'est aussi crucial, en fait, pour une vente réussie? Ouais. En fait, on l'a dit, hein, le problème de beaucoup de freelances, c'est qu'ils ont un problème d'offre avant d'avoir un problème de vente. Mmh. Et une offre, en fait, ça doit répondre à 3 critères hyper importants pour, faciliter la vente. Le premier critère, c'est la clarté. Est-ce que ton prospect va comprendre en 10 secondes de quoi tu parles? Et ça, c'est pas un exercice facile. D'ailleurs, j'invite, les gens qui nous regardent à essayer de le faire, mais, décris-moi en 10 secondes comment tu peux m'aider, c'est pas si simple que ça. Donc la clarté, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est la pertinence. C'est lorsque j'exprime avec clarté ce que je fais, pour qui, est-ce que ça répond à un problème qu'on appelle dur, D-U-R? Donc est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est urgent? Et est-ce que, c'est reconnu par notre prospect? Et en gros, il va falloir répondre à la question. Après avoir répondu à la question, est-ce que c'est clair? C'est en quoi ça répond à un besoin qu'il a, à une douleur ou à un challenge qu'il doit accomplir. Et donc là aussi, le diable est dans les détails et il faut vraiment travailler sur comment est-ce que j'exprime ça de manière la plus, pertinente possible pour ma cible et qu'elle s'identifie à ça en se disant: «J'ai besoin de ça, ça me parle». Donc ça, c'est la Mmh. deuxième grande, question à répondre. La troisième question qui est aussi très importante, notamment dans un milieu où il y a autant de concurrence, de compétition et cetera et une asymétrie entre l'offre et la demande, c'est la différenciation. En quoi je suis différent de tous les autres, freelances ou des autres, acteurs en considération, ça peut être des agences et cetera, en tout cas, qui permettent de répondre à ce problème. Comment je fais en sorte qu'on me choisit moi et pas quelqu'un d'autre?
Mmh. Et donc là, il y a plein de leviers à travailler, mais en fait, ces 3 critères, ils sont, essentiels à travailler pour vraiment bien exprimer son offre. Ouais. En fait, je suis d'accord, que clarté, pertinence, différenciation, c'est vraiment les enjeux clés. Et moi, ce que je remarque souvent, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que quand on est expert d'un domaine, on a tendance à penser que notre offre, c'est l'expertise qu'on apporte. Par exemple, Le si je CV. suis, c'est soit le CV ou soit dire, «Je propose des, plateformes de marque. Je vends des plateformes de marque». Sauf Ouais. qu'en fait, la personne en face, elle s'en tape d'une plateforme de marque. C'est: «Est-ce que c'est la solution à un problème qui me permet d'atteindre mon objectif?» Après, les mots que tu mets dessus, je m'en fiche, et autant essayer de trouver les mots qui vont le plus résonner avec la personne, parce qu'après derrière, peu importe ce que vous faites, si ce que vous faites répond au problème et permet d'atteindre l'objectif, ça fonctionne. Donc l'enjeu de l'offre, pour moi, c'est vraiment de packager ça, de packager votre expertise, de packager votre pertinence, votre différenciation dans un discours qui soit cohérent et qui sorte du syndrome de l'expert. Et je trouve que ça, c'est très dur à faire. C'est très dur de s'en extraire. Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as observé qui peut bloquer certaines personnes? Ouais, bah, l'offre, c'est ni un CV, ni un CV condensé. On vend pas, directement son expérience, qu'en fait les gens s'en foutent. Enfin, les gens s'en foutent pas dans le sens où après ils vont rationaliser, trouver des éléments de preuve. On reparlera du sujet de la confiance. Donc évidemment, il Mmh. faut qu'ils soient confiants dans votre capacité à mener ces sujets, avoir la bonne expertise. Mais c'est pas ça qu'ils achètent. Ce qu'ils achètent, c'est un résultat. Donc par exemple, je vais donner plein d'exemples. Un CEO, par exemple, ou un CMO, va pas acheter une plateforme de marque ou une identité visuelle. Il va acheter, heu, la capacité à créer une marque qui va décoincer le reste du funnel, qui va, sur le long terme, apporter plus de revenus, créer de la préférence et de la rétention, des clients. On Mmh. va pas vendre, enfin, il cherche pas du SEO, il cherche à avoir de l'acquisition gratuite, pour reprendre un petit peu, ce qui les fait tilter. Quand on va vendre du développement produit, on vend pas du développement produit, on vend un produit qui, facilite l'acquisition parce qu'il est meilleur que les autres et qu'on va être capable de communiquer sur les features et sur l'apport émotionnel du produit, mais aussi de la rétention client parce que, bah, notre produit va être travaillé pour aussi penser sur, le sujet comment je garde, les clients dans mon écosystème. Mmh. Hem, Quand on vend, voilà, en gros, on vend un résultat et en fait, quand je dis on vend, c'est même pas c'est les clients veulent un résultat et en fait, tout l'aspect expérience CV et tout, ça va être surtout là pour, créer de la confiance et de la croyance que je vais être en mesure de les aider, mais c'est pas ça qu'ils achètent. Mmh. Ce qu'ils achètent, c'est pas une personne, c'est pas un CV, c'est comment ça va m'aider à résoudre Mmh. mon problème. Ouais. Et c'est même pas un outil. Parce qu'en fait, fondamentalement, dans cette équation-là, le comment, on s'en fiche un peu. Les gens ont un problème, je veux résoudre mon problème. Heu, le Le comment, en fait, je comment m'en va arriver fiche. après. En Ça fait, va le arriver comment après ouais. et ce sera même pas déterminant forcément pour la vente fondamentalement. Ça va pas être ça l'élément qui va changer la donne. Parce qu'on peut avoir quelqu'un, enfin, il y a cet adage dans la vente que j'aime bien, tu vas me dire ce que tu en penses et comment ça s'applique au type de cible qu'on Mmh. vise en tant que freelance senior. Mais on vend pas à quelqu'un ce dont il a besoin, on lui vend ce qu'il veut et ensuite on Mmh. lui donne ce dont il a besoin. Alors Souvent, l'enjeu, il c'est sait pas pas de. exactement ce qu'il a besoin, il sait ce qu'il Mmh, croit avoir besoin. c'est ça, il y a souvent beaucoup de croyances qui jouent là-dedans. Et j'ai rencontré une personne récemment qui justement me disait: «Moi, je vois des personnes qui sont dans mon ICP qui ont vraiment une problématique que je peux résoudre et j'arrive sur ce sujet, je leur parle du sujet et ils me disent: "Ah mais non, je suis pas sûr d'avoir besoin de ça"». Alors que ce serait le truc qui permettrait de débloquer l'ensemble, enfin tout le reste. Et c'est super frustrant en fait en tant que freelance de dire: «Putain, je vois la solution» et la personne n'a Mmh. même pas conscience de ça. En Comment fait tu débloques ça en fait? C'est où que ça coince? Est-ce que c'est la compétence commerciale ou est-ce que c'est autre chose? Où est-ce que ça se joue selon toi? En fait, tu as abordé un point essentiel. On doit donner au client ce qu'il veut, ce dont il est conscient d'avoir besoin. Et en fait, c'est là où notre posture de partenaire stratégique va faire que on va aborder ces symptômes, c'est ça notre angle d'accroche. Mais derrière, on va sans doute avoir une analyse qui permette d'avoir une vision un petit peu plus globale du sujet, de comprendre au-delà des symptômes les causes racines, ce qui va nous aider à étendre le sujet et le problème pour bien faire comprendre à sa cible de quoi elle a besoin. Et souvent, bah, au départ, on a un symptôme bien identifié qui fait mal et les causes racines sont un peu plus profondes et donc c'est l'opportunité d'ailleurs de l'aider à mieux comprendre son problème. Ce qui crée en plus de la confiance en nous parce que, bah, comme on fait partie de la définition du problème et qu'on a vu des angles morts et peut-être une vision un peu plus mature du sujet parce que c'est notre expertise
et ben, on disqualifie d'entrée Mmh. les compétiteurs qui vont se positionner uniquement sur ce problème et le traiter en surface. On va faire comprendre que nous, on est capable de prendre, le sujet avec la bonne hauteur et la bonne Mmh. profondeur. Ouais. Donc pour moi, c'est essentiel. Mmh. Mais il y a aussi en fait, j'arrive pas à me vendre. Il y a Mmh. Pour moi, il y a un sujet super profond de changement d'état d'esprit, en fait, parce que quand tu es un freelance qui a eu, beaucoup d'expérience, par le passé, d'expérience salariée notamment, qui a fait une belle carrière et cetera. Quand tu as eu besoin de te vendre, fondamentalement, c'était en entretien d'embauche. Mmh. C'est radicalement différent un entretien d'embauche qu'un entretien de vente parce que c'est pas la même finalité, c'est pas les mêmes points clés qui vont convaincre la personne en face de toi de te recruter parce que dans les 2 cas, c'est quelqu'un qui te recrute et qui te donne de l'argent contre, mais la posture est différente, la méthode est différente. Est-ce que finalement ça aussi, ça joue de réussir à se déconditionner de ça? En fait, là, on atterrit sur la vente, mais c'est intéressant qu'on aborde, ce point-là, même si on fera des podcasts plus spécifiques sur le Mmh. sujet. Mais je vais te donner un exemple hyper concret. Hier, j'étais en permanence avec les membres, Hyperfractional, et un de nos membres nous explique, son premier entretien avec un client, enfin, ses 2 premiers entretiens avec un client. Et en Entretien de fait, vente du coup? entretien de vente, donc Ouais. l'objectif, voilà, c'est premier entretien, c'était, faire connaissance, bien comprendre le sujet, le problème, et deuxième meeting, c'était, pitcher, comment est-ce qu'on le résout. Et en fait, quand il me l'a décrit en permanence, et c'est ça qui est cool, c'est que c'est un espace où on partage vraiment tout, de manière super transparente, il y a aucun jugement et on est là pour apprendre tous, hein. Mmh. Hem Et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Qu'est-ce qui cloche selon toi dans ce deuxième entretien que tu as fait et la dynamique qui s'est créée avec ton prospect?» Mmh. Et en fait, ce qui est venu très naturellement, c'était un entretien d'embauche. En fait, ça doit pas être un entretien d'embauche, et c'est là où, en fait, la meilleure posture à adopter, vous n'êtes pas là pour faire un entretien d'embauche. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour aider un client à bien comprendre le problème, peut-être même bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, et de voir comment on peut l'aider. Et donc on n'est Mmh. pas là pour se vendre. Se vendre, ça se passe surtout en avant-vente avec, exposé à son expertise, exposé à ce qu'on a fait, à sa vision des choses, et cetera. Un bon entretien de vente, c'est un entretien où on veut pas vendre, on veut donner envie d'acheter. On veut se faire acheter. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est, si on y pense, hein, on déteste qu'on nous vende quelque chose, mais Mmh. on adore acheter des trucs. Et il faut vraiment se mettre dans cette posture-là de partenaire stratégique qui va aider à comprendre comment est-ce qu'on va y arriver. Mmh. Donc pour moi, la clé, on en reparlera, mais en termes de posture, c'est bon d'être quand même détaché de la vente. On y reviendra plus en détail dans un autre épisode, mais c'est avant tout, on n'est pas là pour faire un entretien d'embauche. Et Mmh. c'est à nous d'ailleurs d'installer la dynamique et de mener la danse, qui est la vente. La vente, c'est, une danse, c'est pas un match de boxe. Et il faut mener la danse, pour pouvoir justement maximiser les résultats Mmh. Mmh. qu'on peut Mmh. avoir en closing. Ouais, et ça, c'est un vrai apprentissage, en fait, et c'est pas évident, ça nécessite de se déconditionner, de sortir de certains réflexes aussi, parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de freelances aussi, qui se retrouvent dans des sortes de missions qui sont du salariat, déguisé, mais avec Mmh. plus de risques et plus de précarité parce que tu cotises pas ou quoi, et en fait, le but d'être freelance, c'est pas de se retrouver dans un CDI ou pire de se retrouver avec 2 CDI simultanés, Et ou tu vois, tripoter dans les 2 quoi. c'est drôle que tu me dises ça parce que justement la suite de la discussion avec ce prospect pour, notre membre, c'était en fait, il y a eu un cadre qui a été, redéfini, qui est un cadre de CDI, en fait, mais Mmh. pas en CDI. Du coup, le reste de la discussion est allé dans ce côté-là. Donc il y a eu beaucoup de questions sur: «Mais combien de temps passé? Le TJM?» et en fait la comparaison avec, est-ce que je recrute un full-time, versus un fractional, et toute la remise en question du modèle. Donc en gros, oui, c'est exactement ça. Et c'est l'erreur qui a été faite et qui sera plus faite du coup, c'est comment ne pas poser ce cadre de discussion qui, parle de vous comme un FTE, comme un full-time employee. Mmh. Donc Mmh. ce cadrage, il est hyper important et ça commence dès l'avant-vente. Ouais, c'est ça. Après il y a Hem, ouais, vas-y. vas-y, continue, continue, parce que moi Non, non, j'allais vas-y, si continuer tu de digresser. allez, bon, allez, on resserre. Il y a un modèle qu'on mettra à l'écran, mais que je trouve intéressant parce qu'en fait là, maintenant revenons sur l'avant-vente. Revenons sur la promesse, l'offre, ce qui en fait va faciliter ou pas la vente. Il faut bien comprendre un truc, c'est que si vous, encore une fois, vous êtes super vendeur, mais que cette partie avant-vente n'a pas été bien travaillée, c'est un peu comme si vous faites du vélo, du VTT sur une surface plate, et vous êtes en première vitesse sur le pignon. Vous allez devoir pédaler beaucoup pour avancer vite. Si vous avez bien préparé l'avant-vente, c'est comme si on était en cinquième vitesse et du coup, il y a vachement moins de besoin de pédaler
Mmh. pour aller plus vite. Et donc, faut voir cette analogie-là qui permet de bien comprendre l'enjeu qui se joue ici. Moi, il y a un modèle que j'aime bien, qui vient d'Alex Hormozy. Alors, tout ce qu'il dit n'est pas applicable au freelancing et tout, mais pour le coup, je trouve que ce concept-là est assez intéressant pour nous, freelance, Mmh. seniors et consultants. C'est l'équation de la valeur. Donc, je le mets à l'écran. L'équation de la valeur, c'est en fait qu'est-ce qui va construire la perception de la valeur chez votre prospect. En fait, il y a 4 grands leviers, 4 grandes dimensions qui vont nous aider à construire cette perception de la valeur. La valeur, c'est qu'une perception, hein, ça, faut bien l'avoir en tête. Très important aussi, la valeur, c'est le client qui la définit. C'est lui qui va avoir cette perception de la valeur. Le prix, c'est nous qui le définissons. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est pas Mmh. la même chose de parler de valeur et de prix. Parlons de la valeur. L'équation de la valeur, c'est simple. C'est l'issue rêvée pour le client. Il a un problème, il veut aller d'un point A à un point B. C'est ça sa situation rêvée. Donc, par exemple, dépasser un plafond de croissance. Euh, et donc, nous, il va falloir mettre dans la balance, justement, cette capacité à atteindre, à bien identifier et pouvoir atteindre cette issue rêvée. Donc ça, c'est l'élément central de l'équation de la valeur. Mmh. Ce qui va aussi jouer en votre faveur, c'est montrer la probabilité, les chances estimées de réussite si on travaille avec vous. Et donc là, c'est les témoignages, les résultats, c'est aussi la confiance que j'inspire, puisque la vente, c'est rien d'autre qu'un transfert de confiance. Donc en fait, il a une issue rêvée, nous, il va falloir lui montrer, c'est très probable que ça arrive avec nous. Parce que je l'ai fait pour X clients, parce que j'ai aussi par rapport à ce que je transmets émotionnellement, j'ai confiance en moi, je vous écoute, etc. Donc, il va falloir vraiment maximiser ces 2 valeurs-là. Il y a des valeurs qu'il va falloir minimiser au maximum. Les 2 grandes dimensions, ça va être le délai, c'est-à-dire combien de temps ça va mettre. Alors là, faut faire attention, il faut bien gérer les attentes. C'est-à-dire que si demain je vous dis: «Je refais votre marque, votre brand en 30 jours pour, qu'une avalanche de leads, arrive dans votre assiette», c'est pas forcément la bonne, Mmh. promesse à poser, donc il faut être assez ambitieux tout en étant réaliste. Mais en tout cas, en termes de délai, c'est les gens veulent avoir des résultats le plus rapidement possible. Une des choses qu'on peut faire, comme on est sur les sujets de transformation qui sont plutôt des sujets de long terme, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner sur le court terme, ce qu'on appelle des quick wins? Qu'est-ce qu'on va gagner sur le long terme et qui est hyper important et stratégique? En tout cas, il va falloir faire confiance et communiquer le fait que ça va aller le plus vite possible par rapport aux enjeux qu'on a. Et la dernière valeur qu'on va devoir minimiser, c'est les efforts et les sacrifices. Donc là, c'est, par exemple, qu'est-ce que moi, ton client, ton contact, ça va me demander en temps? Est-ce qu'il va y avoir des disruptions dans l'organisation? Par exemple, si je dis: «On va tout péter et repeindre du sol au plafond», ça peut faire peur. Donc là, c'est un exemple d'effort et sacrifice, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc l'idée, c'est, si vous voulez maximiser votre valeur perçue, c'est comment on joue sur ces 4 dimensions-là, qu'il va falloir soit minimiser, soit maximiser, et une bonne offre, ça ressemble à ça. Mmh. Très clair. Si je résume rapidement, je pense que ce qui est super important de retenir, c'est que il faut que dans l'équation, la personne se projette dans un rêve. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a un problème qu'on veut résoudre, mais que dans la discussion, on reste pas seulement focus sur le problème, mais sur qu'est-ce qui se passe si on résout le problème? À quel point ça va être cool? Imaginez, vous voulez acheter un truc, vous voulez changer de voiture. À quel point ça va être cool quand vous allez changer de voiture? Vous y pensez le soir avant de vous coucher, vous dites: «Tain, ça va être incroyable. Ça va être incroyable» et faut se dire ça. Faut pas juste se dire: «Ma voiture actuelle, c'est de la daube». C'est: «Ma nouvelle voiture va être trop bien». Donc ça, c'est l'issue rêvée, faut en faire prendre conscience le client. Dans tous les cas, vous connaissez pas son rêve. S'il faut, vous en avez aucune idée, donc faut poser des questions, comprendre. Les chances estimées de réussite, bon, bah, ça, c'est votre solution et cetera. Dans quelle mesure ça va être probable de le rendre possible? De toute façon, s'il est là pour en discuter, c'est qu'il sait que c'est pas impossible, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite sur, oui, ben, le délai, il faut pas que ça prenne une vie. En général, la personne, elle a des délais en tête et si elle est pas totalement delusional, elle sait que ça va pas se faire en un claquement de doigts en 2 semaines. Les efforts et sacrifices, le fait de sortir son chéquier, c'est aussi un effort et sacrifice et si la perception de la sortie du chéquier est trop élevée par rapport au reste, ben, il faut aussi travailler là-dessus. Donc c'est vraiment jouer sur ces composantes-là. Moi, j'ai un modèle, complémentaire à ça que je trouve bien, qui complète bien ça. On va revenir dessus après, mais déjà cette équation de la valeur, ça peut être bien de la poster sur son mur en face, de se dire: «OK, c'est quoi la variable sur laquelle je peux jouer?» Mmh. en fait. Ça permet Et très rapidement d'identifier les quick wins. il y a un bon test de sortie, hein, pour voir est-ce que, mon offre est claire et répond à ces critères de clarté, différenciation, pertinence. Bah, dites-la en 10 secondes à vos cibles et voyez leur expression, faciale, leur langage corporel, leurs réponses.
le mouvement de leurs yeux, et cetera. Enfin, essayez d'analyser ce qui se passe dans la tête et dans le corps quand vous leur dites ça, et leur réponse évidemment. Bah, s'il vous dit, Mmh. «C'est exactement ce dont j'ai besoin» ou «Ça me parle», des choses comme ça, c'est plutôt bon signe. Et si, le feedback c'est: intéressant», c'est peut-être moins bon signe. Ça s'appelle de la politesse. Intéressant, Donc c'est terrible. mais voilà, après pour donner un exemple, encore une fois, on va pas, donner 1000 exemples, mais il y a une différence entre dire, par exemple, je mets la relation client au service de la croissance de votre business. Ça veut rien dire. J'ai rien compris. C'est moi, si je me mets dans la peau d'un DG qui a besoin de ça, je comprends rien. Donc c'est par exemple, et bien sûr, c'est qu'un exemple, mais c'est, avec, mon approche XYZ, heu, je transforme votre, levier, service client en une arme anti-churn, pour baisser de 20 vos enfin, tu vois? Un truc, Mmh. là, je le dis mal évidemment, mais un truc un peu plus sharp qui parle à un problème qui est celui d'un dirigeant qui se lève le matin et disent: «J'ai mon problème, c'est ça». Et Mmh. les problèmes, c'est pas une meilleure collaboration entre équipes pour pousser les expertises et créer de la synergie qui désilote, et cetera. C'est quoi le truc précis que j'adresse? Donc Mmh. après, on n'est pas obligé de tomber dans la caricature, encore une fois, hein, des positionnements super précis avec plein de chiffres et ma méthode propriétaire, nin nin. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut, si on est à l'aise, mais en tout cas, est-ce que ça parle à ma cible? Mmh. Donc voilà un petit peu ma Bah, conclusion de sur la ce sujet. clarté, en fait. Il faut de la Ouais, clarté. Des fois, on a tendance ouais. à, en tant qu'expert, à essayer de théoriser un peu ce qu'on fait ou d'abstraire, de se dire: «Ah, On en a un fait, gros dans problème. l'absolu, ce serait ça». On a un Alors gros problème. Bon, tous les gens à qui on parle sont évidemment, incroyablement intelligents, et en fait, le problème, c'est que on a tendance à surintellectualiser tout, mmh, quand en fait, ce qui fonctionne, c'est de simplifier. Et donc c'est une arme qui peut se retourner contre nous. On en a parlé plein de fois, Mika, toi et moi, sur ce qu'on fait. Parfois, il faut juste arrêter de trop réfléchir et trop intellectualiser. Il faut redescendre terre à terre, un peu de bon sens paysan, se mettre dans la peau des gens et revenir à quelque chose de simple et efficace. C'est mmh. souvent ça la solution, en fait. Non, mais la C'est pas plus de simplicité gagne complexité, toujours. voilà. Mmh, Avant qu'on passe à la prochaine partie, Mika, on a parlé pas mal, en préparant cet épisode, de confiance, donc on va peut-être ouais. aller sur ce sujet-là. N'hésitez Mmh, pas à vous abonner à cette chaîne, notamment à faire, des nouveaux épisodes sur la vente, le mindset de la vente, les postures adoptées, les techniques pour, répondre à des objections, et cetera. Donc si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas, bah, déjà à liker la vidéo pour nous donner un peu de force, à vous abonner pour, voir les autres et être sûr de rien rater. Si vous avez aussi des commentaires à partager, n'hésitez pas, on répondra à mmh. tout. Voilà. Ouais, faites un petit Et coucou, c'est toujours sympa. voilà, et je te laisse un petit peu, nous amener sur ce sujet de la confiance qui est hyper important en fait dans tous les Ouais, ouais, sujets ouais. qu'on aborde aujourd'hui. Bah, en fait, le sujet de la confiance, comment je le prends? En gros, imaginons que vous avez une vente qui s'est pas faite. Il y a 3 raisons qui font que le lead n'a pas converti et les 3 raisons sont liées à la confiance. Soit, imaginons que je suis le lead. J'ai pas closé, j'ai pas voulu signer avec vous parce que, bah, j'ai pas confiance en vous. Je sens que vous êtes pas à l'aise, je vous sens pas légitime, je sens que votre posture est pas la bonne. Enfin, il y a un truc qui fit pas avec vous. Ça reste assez rare parce que souvent on a des missions par le réseau et le bouche à oreille et en fait ça vient annuler cet enjeu de confiance. Mais ça peut être quelque chose qui arrive. Ça peut être une des raisons. La moins probable, mais c'est une raison qui peut arriver. Confiance en vous, tout simplement. La deuxième raison, ça peut être que j'ai confiance en vous, mais j'ai pas confiance en votre méthode. J'ai pas confiance en votre offre. Je sens que ça fit, vous êtes super sympa, vous êtes super cool, c'est super intéressant ce que vous me dites, mais votre solution, pour moi, c'est pas la bonne. Je sens pas l'utilité, je sens pas que c'est ça le pont entre mon problème et mon issue rêvée. Ou de la Je sens surpromesse. que Je sens ouais, que de loin que là tu me surpromets un truc un peu irréaliste. ou il y a un truc de surpromesse. Alors bon, moi d'expérience avec les freelances que je rencontre, c'est plus des gens qui ont tendance à sous-promettre que l'inverse, mais Je suis il peut d'accord. y avoir quelque chose qui se ressent il peut y avoir quelque chose qui se ressent là-dessus. Il peut y avoir aussi par rapport à l'offre de se dire: «Waouh, c'est une offre, ça a l'air quand même compliqué, ce process, va falloir changer des choses, je sais pas si j'ai envie de ça, ça me coûte trop d'envisager ça, limite je préfère mon problème actuel plutôt que de prendre ce risque-là pour avancer». Mmh. Hem, donc j'ai pas confiance en l'offre. Peut-être que, et ça c'est le pire, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre offre. Je vous dis franchement, moi ce que vous me proposez, c'est super, je vous trouve super sympa, machin, mais je vous recontacte dans quelques mois, faut que je fasse un peu le point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas confiance en moi.
J'ai pas Mmh. confiance en moi, le fait de prendre la décision, le fait de prendre le risque, le fait de sortir le chéquier ou d'entamer la démarche de transformation, de changement. Moi, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Donc je me sens pas à l'aise, je sens qu'il faut y aller, mais j'y vais pas. Ça, c'est le plus vicieux parce qu'on se dit: «Mais putain, le mec a confiance en moi, le mec a confiance en mon offre, il me dit que c'est super et il le fait pas. C'est quoi le problème? C'est moi le problème?» Non! C'est le gars en face ou la dame en face qui n'a pas confiance en elle pour prendre la décision. Et c'est toujours un des 3. Même nous, en interne chez Mmh. Hyperfractional, quand il y a quelqu'un qui ne nous rejoint pas, soit qu'il a pas confiance en nous, ça c'est parce qu'il a pas regardé le podcast, donc ça, c'est résolu si vous êtes là. Soit il a pas confiance en l'offre. En soi, l'offre, on a des super résultats et Brice, je veux dire, il y en a partout sur sa chaîne, donc il y a pas de sujet. Mais des fois, c'est juste la personne qui a pas confiance en elle, en fait. Pas confiance en le projet ou en sa capacité à y arriver et notre rôle, c'est de l'aider à prendre conscience qu'elle peut y arriver, que ça va être simple, qu'il va y avoir du travail, mais que ça va être cool et qu'en plus on sera là pour l'accompagner dans ce process, qu'on va tout faire pour que ce soit plus facile. Et je trouve En que c'est un fait, super framework pour ouais, identifier ce qui peut coincer. c'est ça et c'est hyper intéressant. Il y a aussi un truc, central, c'est la zone de confort. C'est-à-dire qu'en général, ce qui est bon pour nous, c'est en dehors de notre zone de confort, sauf qu'on a été câblés depuis la préhistoire pour, faire tout pour éviter d'en sortir Mmh. et du coup, bah, c'est notre rôle, dans cette position à les inviter à étendre leur zone de confort et c'est un exercice qui est pas simple. Mmh. Après, tu l'as dit, la confiance, c'est hyper important. En fait, comment est-ce qu'un client nous choisit? Il y a 3 étapes qui sont, c'est pas possible de les court-circuiter. Ça se passe tout le temps en cet ordre. Déjà, il faut être visible des bonnes personnes, c'est-à-dire que la personne sache qu'on existe. Bon, ça, c'est un peu la Mmh. base. Idéalement, que des gens dans notre ICP ou client idéal, le plus possible, nous voient. La deuxième chose, c'est donner confiance en notre expertise, en nous, en notre capacité à avoir des résultats sur cette problématique, en notre façon de penser, en notre leadership, et cetera. Et la troisième étape, c'est, donner envie d'acheter, c'est-à-dire, c'est la dernière étape qui va enclencher vraiment des discussions qui vont se convertir en vente. C'est: «OK, j'en ai besoin maintenant et je veux travailler avec cette personne». Mmh. Il y a un truc de confiance qui est indispensable et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance, ça se construit et la vente, c'est un transfert de Mmh. confiance. La vente, c'est un transfert de confiance, donc c'est essentiel d'avoir confiance en ce qu'on dit, dans la manière d'agir, de penser et cetera. Qu'est-ce qui crée plus de confiance? Bah, qu'est-ce qui crée plus de confiance? C'est être à l'aise avec son offre, parce qu'on l'a bien travaillée, parce qu'elle se vend, elle est vendable, elle fonctionne. Du coup ça, bah, ça permet d'être plus à l'aise. Quand on est plus à l'aise, on est plus confiant. Quand on est plus confiant, on vend plus. Donc Mmh. c'est vraiment ce cercle vertueux à créer et qui démarre souvent d'une offre solide. Ouais, clairement. Bah, il y a cette notion d'offre qui est importante, mais on le voit, il y a aussi cette notion de communiquer, de leadership de pensée, de partager, ce en quoi on croit, de partager nos convictions, de démonter les croyances des personnes qu'on va avoir en face de nous. Parce que souvent, bah, les gens sont irrationnels, ben, c'est pas une fatalité, c'est juste qu'il faut les aider à intégrer les bonnes croyances et enlever les mauvaises croyances. Et il y a aussi un enjeu de crédibilité et de certitude, et ça, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, ça peut être à la fois des missions que vous avez faites avec des résultats à la clé, ou même si vous débutez, que vous avez encore très peu de missions ou juste des missions en cours, ben, en fait, votre palmarès, votre carrière, ce que vous avez apporté dans votre carrière, mais c'est pas juste name dropper, «J'ai bossé, dans telle boîte, super sexy». C'est en fait, dans cette boîte, j'ai fait ça, j'ai pu apporter tel résultat et c'est pour ça que je me suis lancé en freelance et de le storyteller en fait d'une manière où, pour la personne ça fait sens et il y a du résultat concret. Donc ça, c'est vraiment super important et cette notion de valeur, elle découle de la notion de confiance et c'est ça qui va faire que la personne à la fin, elle va mettre la main sur son chéquier pour vous faire un chèque parce que pareil, la confiance et ça je vais faire une petite parenthèse théorique. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Moi je trouve ça super intéressant donc Brice, tu m'excuseras quelques minutes. Mais la valeur, c'est quoi fondamentalement? À la base, heu, on a créé l'argent pour faire des échanges entre personnes parce que c'est plus pratique de dire: «Tu fais ça pour moi, moi je te donne de l'argent et toi avec l'argent tu fais ce que tu veux. Si j'ai juste des tomates à te proposer et que toi tu veux pas, on va pas pouvoir commercer». OK. Qu'est-ce qui fait qu'avant on avait confiance en l'argent? Il y avait le principe de l'étalon or. L'étalon or, c'est je sais que quand il y a 1 € devant moi, il y a l'équivalent de 1 € dans les coffres de l'État qui sont en équivalence. On est sorti de ça il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, l'état noir n'existe plus. L'argent est basé sur du «vent» entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut produire autant d'argent qu'on veut sans avoir besoin d'équivalent matériel. Qu'est-ce qui fait tenir tout ça? C'est juste la confiance. Les gens ont confiance en l'euro, les gens ont confiance en le dollar et donc ça a de la valeur. Et à la seconde où les gens n'ont plus confiance en une monnaie, la monnaie s'effondre, on voit les hyperinflations qu'il y a eu dans l'histoire, tout s'effondre quand il n'y a plus confiance. On n'a plus les actionnaires n'ont plus confiance en une boîte dans laquelle ils ont investi, l'action s'effondre.
Tout est lié à la confiance et c'est pour ça que vous, votre valeur et la valeur que les gens vont percevoir chez vous, elle va dépendre de la confiance que les gens ont en vous, mais elle va aussi dépendre, et ça faut pas l'oublier, de la confiance que vous, vous avez en vous-même, en votre capacité à délivrer derrière, en votre capacité à vous positionner comme un partenaire stratégique et pas juste comme un exécutant, votre capacité à avoir confiance en votre projet, vous projeter sur le long terme dans le freelancing, parce que si inconsciemment, à chaque fois que vous vendez une offre et que vous pitchez, vous rêvez secrètement que la personne vous dise: «Non, mais en fait, viens en CDI, ça va être beaucoup mieux». Bah, derrière, vous allez être super ambivalent dans votre posture et l'humain perçoit le moindre tic, le moindre truc, il le voit et il l'interprète parce qu'on est câblé comme ça depuis toujours et vous allez saboter les choses. Et peut-être que la personne a confiance en lui, la personne a confiance en elle, pardon, la personne a confiance en vous, la personne a confiance en votre offre, mais peut-être que vous avez pas suffisamment confiance en vous et c'est ça qui va aussi tuer votre vente. Peut-être un dernier truc sur la confiance, c'est que si vous comptez construire toute la confiance dans un appel de 30 minutes, c'est un peu compliqué. Mmh. Et donc, et c'est pour ça que on a beaucoup de freelances qui se disent je j'ose pas trop montrer mon expertise ou créer du contenu sur LinkedIn ou des plateformes pertinentes pour ça. C'est quand même compliqué de créer de la confiance dans un one shot en Google Meet ou en Zoom. Mmh. Donc c'est pour ça que, même si c'est pas souvent facile de passer la première marche, c'est quelque chose, qui est vraiment à considérer sérieusement parce que c'est ça qui va Mmh. vous permettre d'être beaucoup plus efficace après dans vos appels de vente parce qu'il y aura pas tout ce travail de création de confiance à faire, de Mmh votre mh. expertise et cetera, ou en tout cas ça va booster, la confiance pendant cet appel. Mmh. Donc moi je pense que la création de contenu, qui est un mot qui fait peur alors qu'en fait elle devrait pas parce que honnêtement quand c'est bien, cadré, avec une méthode et tout, c'est pas si compliqué que ça prend pas tant de temps Mmh. que ça. Il faut juste avoir le bon cadre en fait, la bonne méthode. Mais en fait, ça permet vraiment d'améliorer, l'utilisation de son temps dans Mmh. les calls et de créer cette confiance avant même de se parler, et Ouais. d'être visible sur les bons sujets. Donc en gros, vraiment créer du contenu. Enfin, Ouais, ouais. faut bien le Clairement, faire bah, quoi, mais c'est essentiel et c'est frictionnel et c'est aussi ce qui distingue les freelances qui ont vraiment envie, en fait, de s'investir dans leur projet et qui y croient et ceux qui, en fait, créent pas du contenu parce qu'ils se mmh, disent que l'effort en vaut pas la peine parce que fondamentalement, c'est pas là-dessus qu'ils ont envie de miser et ça se comprend, tout à fait et il y a pas de bonne voie ou de mauvaise voie, c'est juste qu'il faut mettre ces efforts-là au bon endroit pour se faciliter la vie après. Ce qui est difficile maintenant rend les choses faciles après, ce qui est facile ouais. maintenant rend la vie difficile après. Et on a plein de gens qui me disent: «Mais moi, j'ai essayé de créer du contenu, j'ai créé, 1 post par semaine sur LinkedIn ou 2 posts par semaine sur LinkedIn, regarde et tout». Et en fait, tu te rends compte, c'est OK, tu as créé du contenu, mais c'est pas juste créer du contenu, c'est créer le bon contenu avec la bonne intention, la bonne stratégie, avec Mmh. la bonne, méthode et cetera. Et en fait, bah, nous, on le voit, hein, dans les gens qui rejoignent le programme, une fois qu'ils ont, justement ce cadre qui leur permet pas de juste créer du contenu, mais créer les bons contenus pour ma cible Mmh. avec une stratégie derrière, bah, en fait, les résultats, font fois 10. Ouais, ouais, Donc, clairement. c'est bien sûr que beaucoup ont essayé de créer du contenu. C'est pas parce que vous créez du contenu que ça marche. C'est le bon contenu, en fait, avec les Ouais. bons angles, la bonne philosophie derrière et tout. Et en Mmh. fait, c'est une histoire d'ajustement, tout ça. C'est pas si compliqué que ça. Ouais. Dites-nous en commentaire si le sujet de la création de contenu, ça vous intéresse parce qu'il y a Mmh. beaucoup à dire. En plus, aujourd'hui, il y a une sorte de moi, je le ressens avec les gens qu'on rencontre, il y a un peu une sorte de mouvement un peu anti-LinkedIn qui apparaît en mode: «Ouais, LinkedIn, c'est dépassé, c'est nul ce qu'il y a dessus, il y a de Il y a l'IA de plus de partout, reach, machin, on il y voit a plus plus mes de reach». messages. Alors que oui, il y a jamais eu autant de posts, mais en fait, il y a jamais eu autant de posts médiocres, donc il y a jamais eu une telle opportunité de faire des posts qui sortent du lot si on réfléchit un minimum à qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se disent juste: «Ah cool, il y a des automatisations IA, je vais pouvoir me débarrasser de la création de contenu». Bah oui, ça produit de la daube en fait, parce que quand on délègue un truc qui est pas clair, on ne sait pas ce que ça produit derrière. Si on sait exactement qu'est-ce qu'on produit, pour qui, qu'on a de la clarté sur comment on se positionne, qui on veut convertir, qu'est-ce que c'est les croyances des personnes. Ils me disent tout le temps: «Ah oui, mais moi j'ai pas besoin de plateforme de marque». Bah, en fait, si tout le monde te dit ça, c'est pas que le problème, c'est pas la plateforme de marque. Le problème, c'est que du coup, il y a des croyances à démonter pour faire monter en conscience le fait que, bah, ta solution, c'est la bonne versus les autres et il faut expliquer aux gens, ils ont pas la science infuse, ils sont pas aussi experts que toi. Donc ça, c'est un pour moi, c'est un non négociable, mais il y a un moyen, comme tu le dis, de le faire de manière smart Mmh, et sans qu'on se dégoûte de l'exercice parce que pareil, l'enjeu, c'est de tenir sur la durée et ça, c'est pas donné à tout le monde. exactement. Faut construire un système et pas juste, essayer un truc pendant un mois et abandonner. Et ça Mmh. nécessite un peu de structure, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu voulais compléter un petit peu ou est-ce que on a déjà fait un bon tour du sujet là? Ça fait 40 minutes qu'on est dessus, Ouais, je non, non, vois. moi je pense qu'on est pas mal. T'en penses quoi? Si tu vois d'autres choses? Mmh.
Moi, je pense que enfin, moi, je vais faire une pré-conclusion, puis je te laisserai conclure, mais Mmh. je reviens sur mon petit, laïus théorique de tout à l'heure. Il faut se dire que l'argent, et encore plus aujourd'hui dans un contexte instable comme le nôtre, et surtout en France, on préfère toujours garder de l'argent dans notre poche que de prendre le risque de le dépenser pour un truc où on n'est pas sûr du résultat. Et que ce soit dans du B2B ou du B2C. Et en France, on veut mettre de l'argent de côté. Donc les budgets, mettez-vous dans la tête que les budgets sont disponibles, les budgets sont là, les gens, enfin, je veux dire, on peut trouver de l'argent, les banques prêtent de l'argent, il y a de l'argent de partout. Les gens veulent pas donner de l'argent parce qu'ils ont peur. Parce que ils considèrent que l'argent qu'ils ont dans leur poche leur apporte plus de valeur que de vous le donner contre ce que vous pouvez produire en échange de cet argent. Donc dites-vous comment je peux inverser ça? Comment je peux faire comprendre à la personne qu'en fait, ça vaut le coup de sortir ces X milliers d'euros pour avoir moi qui travaille avec eux? Et on peut pas leur reprocher de pas comprendre ça intuitivement. Ça nécessite un travail en amont. Le bouche à oreille, la recommandation ne suffira pas. Il faut mettre en place un système pour créer cette confiance à l'échelle et ça s'apprend. C'est un vrai métier à apprendre en parallèle de votre expertise de base et moi, j'aimerais vraiment que les gens retiennent ça de l'épisode parce que c'est trop important et c'est trop fondateur pour tout le reste de l'aventure freelance, en fait. Si on comprend pas ça, il y a Mmh. un pilier qu'on n'aura pas et ce sera toujours compliqué d'avancer. Merci Mika. Moi, je conclurai par, une chose, c'est la vente ou plutôt savoir donner envie d'acheter, c'est hyper important. On en parlera dans d'autres épisodes plus spécifiquement. Donc il faut savoir avoir la bonne posture, il faut avoir la bonne méthode, le bon process commercial, bien traiter les objections. Typiquement «OK, je vais y réfléchir, je vais en parler à mon CMO et je reviens vers vous» ou «Je suis pas sûr d'avoir le budget». Donc tout ça, c'est des débuts de conversation et pas des fins de conversation. On verra ça, plus tard. C'est important de bien savoir vendre. Mais Ouais. avant ça, si vous n'avez pas bien maîtrisé l'avant-vente, ça sert à rien. C'est ça le premier levier à travailler, c'est avoir le bon positionnement, la bonne offre avec clarté, différenciation, pertinence. Et si on fait pas ce travail, c'est vraiment, courir dans le vide. Donc Mmh. voilà, j'invite tout le monde à d'abord se poser sur cette partie positionnement et offre qui est vraiment essentielle. Nous, les résultats qu'on voit dans le programme des gens qui explosent hyper rapidement, c'est des gens qui, avant tout, ont travaillé ça, de manière sérieuse Mmh. et ça change tout, ça débloque tout. Ouais. Rien à ajouter. Eh bah, écoute, on termine là-dessus. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, dites-nous des sujets aussi qui, au-delà de la vente, hein, qui pourraient vous intéresser et on les traitera avec plaisir. On se voit toutes les semaines, donc on va avoir pas mal d'épisodes pour aborder tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas et ben, on vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine. Ciao, bisous tout le monde. Salut.